Eh bien, bonjour à tous. Je pense que nous sommes en direct. Oui, voilà, la session a dû commencer. Donc, je remercie chaque participant d'être venu s'inscrire pour ce nouveau webinaire du CNB qui s'intitule La prise en charge et la défense des victimes d'actes de terrorisme. Donc, c'est une formation qui a l'air d'avoir intéressé la profession puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait près de 300 inscrits au sein de cette formation. Très rapidement, je vais vous présenter les intervenants qui vont nous présenter un certain nombre de thématiques. Il y aura Frédéric Bibal, qui est spécialiste du droit du dommage corporel, avocat au barreau de Paris, qui nous fera un état des lieux du processus d'indemnisation des victimes d'attentats. Et en particulier, il nous présentera la spécificité des différentes modalités procédurales concernant la prise en charge de ces victimes. Puis nous ferons dans un second temps un point sur la nouvelle place de l'avocat des victimes d'actes de terrorisme au sein du procès pénal, avec deux angles. Un angle de bilan qui traitera des procès des attentats du mois de janvier 2015, qui ont eu lieu en fin d'année 2020. Et puis ça aura la possibilité justement d'avoir des perspectives sur le procès des attentats de novembre qui, lui, se tiendra après l'été, à partir du mois de septembre 2021. Et ça sera Nathalie Sénic qui nous présentera, avocate au barreau de Paris, qui nous présentera le bilan des attentats du mois de janvier 2015, et Frédéric Giffard, avocate au barreau de Paris également, qui nous fera la perspective s'agissant du procès des attentats 2015. Mais tout de suite, pour les propos introductifs, je vais laisser la parole à Laurence Roch, qui est membre du Conseil national des barreaux, présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme, et qui va nous faire une présentation d'un outil que le CNB a mis à disposition de la profession, le Vademecum de la défense des victimes d'événements collectifs ou sériels. Laurence, je te laisse la parole. Je te remercie, Jean-Baptiste. Oui, je suis ravie d'ouvrir ce webinaire sur la prise en charge des victimes des victimes d'actes terroristes. C'est un webinaire. Je remercie d'ailleurs pour la partie, on va dire, pédagogique, Marie Mescam, qui est experte au Conseil national des barreaux, parce que c'est avec elle que nous avons pensé à ce webinaire. C'est vrai qu'à l'heure où les procès des attentats de 2015 s'ouvrent, on sait que les attentes des victimes sont énormes, et il nous a semblé important de pouvoir orienter les confrères et peut-être faire un point à la fois sur la prise en charge des victimes, mais également sur la place de l'avocat la place des victimes dans ces procès pénaux. Alors, on sait que l'avocat est au cœur du processus de prise en charge et de réparation des victimes, mais les victimes ont longtemps été finalement les oubliées des grands textes fondamentaux. Ce n'est qu'en 98 qu'on les voit apparaître, et c'est vrai qu'à partir de là, toute une série de mécanismes ont été mis en place, et le Conseil national des barreaux a participé finalement à ces outils et à cette prise en charge. Et le plus bel outil, j'ai l'impression que le Conseil national des barreaux, je peux le dire parce que j'étais pas encore présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme, et c'est pas sous ma responsabilité qu'il a été conçu, mais c'est ce Vademecum. Il y a d'ailleurs un des confrères qui y a grandement participé et que vous pourrez lire, qui interviendra donc dans la première partie de ce webinaire. Ce Vademecum, il a été conçu comme un outil pratique qui peut être d'ailleurs téléchargé sur le site, avec les différents finalement cas de figure de ces événements collectifs et de la prise en charge des victimes pour ces événements collectifs. Et c'est vrai que c'était aussi une façon, dans le cadre de ce webinaire, de mettre en lumière ce Vademecum et de pouvoir orienter la profession qui doit se spécialiser. C'est encore une spécialité finalement où peu de confrères sont engagés sur le préjudice corporel. De même, en matière pénale, c'est aussi une défense qui doit être finalement transmise aux jeunes confrères. C'est un peu dans ce cadre-là que ce webinaire vous est proposé aujourd'hui, et je vous souhaite évidemment d'excellents travaux. Je te passe la parole, Jean-Baptiste, pour… Je te remercie, Laurence, pour cette présentation donc de cet outil du Conseil national des barreaux qui est donc mis à la disposition de chaque avocat et qui est consultable d'ailleurs, sauf erreur, via le site du Conseil national des barreaux, téléchargeable et donc à disposition de l'ensemble de la profession. Allez, donc nous allons commencer la première thématique s'agissant de notre formation. Alors, la façon dont on va procéder, puisque l'on est dans le cadre d'un webinaire où on a un timing qui est plus ou moins serré,
On va laisser les intervenants faire leur présentation et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de leur présentation, nous réservons un temps d'échange pour faire un temps de questions-réponses afin de pouvoir parfaire les différentes connaissances. Comment ça va se passer? Vous avez un chat sur votre droite dans lequel vous avez la possibilité d'inscrire la question que vous souhaitez être posée. La question sera épinglée et j'aurai la possibilité derrière de la répercuter à l'intervenant que vous désirez. Voilà. Donc, c'est la façon dont on va procéder afin de pouvoir permettre à chaque intervenant d'exposer la formation adéquate. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'intervention de Maître Frédéric Bibal, donc, qui va nous parler du processus d'indemnisation des victimes d'attentats et donc des différentes modalités procédurales, qu'elles soient amiables ou judiciaires, tendant à la prise en charge indemnitaire de ces victimes. Frédéric, je te laisse la parole. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux équipes du CNB qui nous ont bien préparés à ce webinaire. Donc, s'il y a une difficulté ou un problème quelconque, je le dis tout de suite, c'est de notre faute, c'est de la mienne, parce que tout a été parfaitement préparé par eux. Je les remercie. Ils ont tout fait pour limiter le plus possible cette frustration énorme que nous avons de ne pas nous voir, les amis. Mais je vous imagine avec votre café derrière votre écran. Et j'espère que vous allez pouvoir quand même participer tout à l'heure et poser des questions, parce que cette procédure indemnitaire pour les victimes d'attentats, c'est une aventure collective. C'est important de se dire ça en commençant. Je suis très heureux que cette matière soit rattachée à la commission droits de l'homme, présidée par Laurence Roch. Et je suis très heureux que l'on puisse travailler avec des pénalistes, parce qu'on est vraiment sur des sujets effectivement fondamentaux qui touchent les droits de l'homme et qui, face à ces événements extraordinaires qui nous sont tombés dessus, notamment ces dernières années, depuis 2015, nous obligent à des actions collectives. Et nous l'avons déjà montré depuis 5 ans et nous essayons encore de le montrer en ce moment même. On va en reparler tout à l'heure avec le procès pénal. Je voudrais, chers amis, vous dire quelques mots des 3 sujets qui sont inscrits sur votre programme de formation. Et je remercie Marie Mescam pour son aide à la préparation de ces entretiens, qui sont, alors d'abord la procédure amiable. On va essayer de la regarder ensemble, on va essayer d'en regarder un peu la physionomie. On va faire un petit focus ensuite sur l'expertise. Il y a des choses à dire sur l'expertise qui sont d'actualité, qui sont assez importantes et qu'il faut que nous échangions. Et en particulier des choses qui datent de ces jours derniers. Et puis également quelques éléments sur cette fameuse nouvelle juridiction qui en réalité ressemble quand même beaucoup à ce qui existait auparavant, si ce n'est que à notre corps défendant, puisque nous étions à peu près tous opposés à cela, y compris, j'y insiste, les Parisiens. Nous avons maintenant une juridiction nationale pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme qui est à Paris. Et comme on adore les acronymes parce qu'on se croit plus savant quand on les emploie, tout le monde l'appelle donc la JIVAT, voilà, la juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats. Alors, d'abord, quelques mots donc sur cette procédure amiable. On est dans une situation très particulière dans la procédure amiable qui est confiée au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, qui a été rebaptisé Fonds de garantie tout court. Alors, il faut faire attention parce qu'il englobe les 2 institutions qui sont d'un côté le Fonds de garantie victimes de terrorisme et autres infractions, et de l'autre côté le Fonds de garantie FGAO, pour les assurances, pour les accidents hors infraction. Néanmoins, c'est le même fonds de garantie, en tout cas c'est la même maison, avec une procédure particulière. Je voudrais tout de suite attirer votre attention sur un texte qui place le problème qui est le nôtre, qui est celui de l'avocat, du défenseur de la victime. C'est l'article R422-6 du Code des assurances. La procédure amiable confiée au fonds de garantie est précisée, est instituée par le Code des assurances, et une partie donc législative et la partie réglementaire. Et cet article R422-6 indique que le fonds de garantie, j'ai bien dit le fonds de garantie, assiste les victimes. Le fonds de garantie assiste les victimes
dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir. Nous sommes donc, et il ne faut pas en faire le procès au fonds de garantie lui-même, parce que ce sont les textes qui instaurent cette situation, dans une procédure assez particulière pour le défenseur que nous sommes, l'avocat, puisque notre interlocuteur est censé lui-même assister les victimes. Donc une sorte d'institutionnalisation d'une situation qui ressemble quand même à s'y méprendre à une situation de juge et partie, puisque le fonds de garantie a à la fois des obligations comptable vis-à-vis de son conseil d'administration, et il a également, nous dit le texte, l'obligation d'assister la victime dans la propre demande qu'elle va lui faire et d'une certaine manière presque de la conseiller contre lui-même. Donc vous voyez bien que c'est une quadrature du cercle évidemment impossible à tenir pour le fonds de garantie et qui place ses collaborateurs dans une situation permanente d'ambivalence où il leur est fortement conseillé d'instaurer un lien quasi personnel avec la victime, avec une accessibilité très forte, contrairement à ce qu'on rencontre dans d'autres institutions, assurances ou autres fonds de garantie comme l'ONIAM par exemple ou le FIVA, où on a beaucoup moins de proximité avec les gestionnaires. Là, on a un vrai effort qui est fait pour répondre à cette demande des textes d'assister les victimes, et en même temps, on a un organisme qui a propositions qu'il fait et qui ne sont pas évidemment toujours à hauteur de ce que la jurisprudence, mais y compris un certain nombre de principes indemnitaires, devrait amener. Donc notre position, elle est d'autant plus difficile que tout le contexte indemnitaire de cette procédure amiable est organisé et bien organisé pour que la victime se sente directement prise en charge et assistée et conseillée par le fonds de garantie qui est notre interlocuteur. C'est la raison pour laquelle je voudrais, dans les quelques instants que nous allons passer sur ce sujet, que nous partions de ce que le fonds de garantie fait et propose, et en particulier les documents que j'ai demandés et qui ont déjà dû vous être adressés, et qui sont deux guides très bien faits, qui sont édités par le fonds de garantie, qui sont en accès libre sur le site, mais on vous les envoie directement, ça sera plus simple. Et je voudrais, chers amis, que nous partions ensemble. J'espère que ça a fonctionné. Je suis en train de partager l'écran. Vous devez voir, Frédéric, dis-moi que ça marche. Un guide, le guide s'afficher à votre écran. Donc, vous voyez, c'est une version très récente, septembre 2020, et je vous propose, pendant quelques minutes, de la parcourir ensemble et de nous arrêter sur un certain nombre de points qui peuvent faire difficulté. C'est important que vous connaissiez ce document parce que les gens qui vont vous solliciter ou qui vous sollicitent actuellement pour les assister ont forcément connaissance de ça. Donc, nous devons être parfaitement au courant des informations dont ils sont destinataires, ce d'autant plus que les consignes actuelles, alors pour le coup très récentes, qui sont données par la direction du fonds de garantie à ses collaborateurs, sont de prendre le plus souvent possible des contacts directs avec la victime. Alors, quand on sait qu'il y a un avocat, on l'avertit de ses contacts, voire on lui met un double, mais vous aurez beau indiquer que vous êtes le conseil de monsieur ou madame untel, eh bien, le fonds de garantie continuera de les contacter directement. On pourra discuter tout à l'heure de ça si vous avez des questions dans le chat, mais ce n'est guère évitable. Alors, dans ce guide, donc, qui vous explique la procédure d'indemnisation, qui vous met au courant, d'ailleurs, qui met au courant la victime qu'elle va être directement contactée par le fonds de garantie, puisqu'il y a un système alors qui a évolué dans le temps, mais qui reste un système de liste, ou en tout cas de noms qui sont indiqués directement au fonds de garantie. Toutes les victimes donc qui sont signalées au fonds de garantie vont être contactées directement, spontanément, dans les jours qui suivront l'attentat. Bon. Donc, le fonds de garantie va prendre contact avec les victimes. Alors, quelles victimes ? Vous avez des explications qui sont données donc dans ce fameux guide, sur lesquelles, en ce qui concerne la localisation, donc les attentats en France ou les attentats à l'étranger, s'agissant de personnes de nationalité française, les attentats en France s'agissant de toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, il n'y a pas de commentaires particulièrement à faire.
On fera des commentaires tout à l'heure et on regardera ensemble tout à l'heure la question, non pas de quelle victime en fonction de leur localisation ou de leur nationalité, mais en fonction de leur statut, victime directe ou indirecte. Là, il y a un certain nombre de choses à dire. Donc, comme je vous l'ai indiqué, le fonds de garantie va prendre contact direct. Donc, vous avez des modalités qui vous sont indiquées dans ce livret. Et puis, on vous indique la procédure d'indemnisation. Donc, on rappelle la prise de contact, on rappelle les questions de délai. Donc, c'est le délai de droit commun. Il y a un renvoi à la prescription de droit commun en matière de dommages corporels. Hein. Donc, c'est 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Et une petite particularité, comme devant la CIVI, un petit report de délai d'1 an à la fin d'un procès pénal, lorsqu'il y a procès pénal, c'est-à-dire lorsqu'il y a des survivants parmi les auteurs de l'attentat. Donc, si d'aventure les procédures pénales emmenaient un délai supérieur à 10 ans, il y aurait un délai encore d'1 an pour ouvrir le dossier. Versement d'une provision, le fonds de garantie va en effet verser spontanément des provisions et c'est un point sur lequel il faut que nous soyons attentifs parce que dans un premier temps, des provisions peuvent être versées de façon, entre guillemets, relativement importante, très précocement souvent. C'est-à-dire qu'on a souvent des provisions qui arrivent alors même que les gens n'ont pas forcément à ce stade-là de besoin immédiat, mais qui arrivent vraiment dans les jours qui peuvent suivre l'attentat pour les victimes qui ont été signalées. Et ensuite, je le disais tout à l'heure, une accessibilité importante des responsables, des gestionnaires de dossiers qui sont attribués nominativement à chaque victime. Donc, chaque victime et son conseil, bien sûr, a le nom tout de suite d'une personne affectée à son dossier et il faut le souligner et le saluer puisque c'est quelque chose qui est tout à fait louable. Ces gestionnaires sont accessibles, y compris donc de l'avocat. Vous pouvez leur téléphoner, leur envoyer des mails et vous avez des réponses dans des délais tout à fait raisonnables et des provisions qui peuvent arriver et être allouées au moins dans les premiers temps, dans les premiers mois, de façon relativement aisée. La question maintenant de l'expertise, on y reviendra dans quelques instants parce qu'on fera un focus particulier là-dessus. Donc, pour l'instant, je passe sur la question de l'expertise médicale. Je voudrais maintenant que l'on examine ensemble, que l'on regarde ensemble les particularités donc de l'offre d'indemnisation et des postes de préjudice dont l'indemnisation ça va être proposée par le fonds de garantie. Donc je disais tout à l'heure, question sur la qualité de victime, victime directe, victime indirecte. Vous voyez que le fonds de garantie indique bien qu'il va faire des offres en cas de blessure, donc pour les personnes survivantes, et en cas de décès, donc pour les ayants droit de personnes décédées, avec des délais d'offre qui sont de 3 mois suivant la constitution d'un dossier complet. Et je l'indique, et c'est important de le dire, il n'y a pas de grosses difficultés quant au respect des délais d'offre. Il y a une difficulté quant au contenu des offres, mais pas quant au respect des délais en tant que tels. C'est en tout cas pas le grief principal qu'on peut adresser au fonds de garantie. Donc, il ne faut pas être inquiet par ces questions-là. Il faut être inquiet beaucoup plus par le contenu. J'indique également que, à la demande des associations et sur adoption de son conseil d'administration, le fonds de garantie alloue, lorsqu'il a formulé une offre définitive et sur simple demande, 80% du montant total de cette offre, en tout cas de cette première offre, pas forcément de celle que vous aurez tenté de renégocier derrière comme avocat et notamment à l'occasion d'échanges de courriers censés rester confidentiels, même s'il faut toujours être prudent puisqu'on n'a pas en face de nous des confrères. Mais en tout cas, l'offre officielle peut être libérée à hauteur de 80% et le fonds de garantie, en cas de procédure, sur l'offre officielle, pas celle que vous aurez renégociée, j'y insiste, mais sur l'offre officielle, celle qu'il aura faite au terme, je dirais, de la procédure ordinaire, eh bien, maintiendra, et c'est un point important, dans les décisions qu'on a à prendre, s'engage à maintenir son offre en cas de procédure. Vous savez que la jurisprudence ne l'y oblige pas. Alors, ça a été jugé plusieurs fois à l'égard des assureurs. Les assureurs ne sont pas obligés de maintenir une offre qui a été refusée. Bon, on peut toujours bien sûr la verser au débat et c'est important de la verser au débat, mais il n'y a pas d'obligation de la maintenir. Il n'y en a pas plus
dans la jurisprudence pour les fonds de garantie. En revanche, lui-même, via son conseil d'administration, s'est obligé à maintenir ses offres. Et donc, c'est ce qu'indique le fonds de garantie dans son livret. Alors, je voudrais donc maintenant faire un petit focus avec vous, et ensuite on passera à l'expertise sur la question des postes de préjudice. Le fonds de garantie, donc dans ce petit livret, essaie de faire de la pédagogie sur qu'est-ce qu'un poste de préjudice, sur les postes de préjudice qui sont proposés, et indique aux victimes qu'il se référera à la nomenclature d'Antillac, qui, comme vous le savez, est l'instrument de référence adopté par les juridictions. Alors, cette référence à la nomenclature d'Antillac est effectivement exacte, le fonds de garantie s'y réfère, mais j'attire spécialement votre attention, et je n'entrerai pas dans les détails puisque nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais je tiens à le pointer, sur l'importance qu'il y aura pour vous de confronter véritablement les préconisations du fonds de garantie, notamment dans ce livret-là que vous avez sous les yeux, à la nomenclature d'Antillac elle-même. Puisque le diable étant dans les détails, il y a un certain nombre, on va dire, d'interprétations ou de restitutions de la nomenclature d'Antillac qui ne sont pas exactement fidèles soit à cette nomenclature, soit à la jurisprudence. Alors on va prendre, si vous voulez, je vais vous prendre un exemple. Attention les yeux, je vais faire défiler. On va prendre l'exemple qui est assez caractéristique du préjudice esthétique temporaire. Voilà. Alors, dans le préjudice esthétique temporaire, vous avez encore cette phrase-là, et le document est récent. La nomenclature d'Antillac prévoit que ce poste n'intervient que dans des cas très particuliers, tels que les brûlures graves ou les traumatismes faciaux importants. Alors, ceux qui pratiquent un peu le dommage corporel comprennent le sens de mon observation. La nomenclature d'Antillac, en réalité, cite ces deux traumatismes particuliers, brûlures graves ou traumatismes faciaux, comme des exemples, et la jurisprudence a statué depuis maintenant plusieurs années sur le fait que ça n'était que des exemples et que le préjudice esthétique temporaire allait bien au-delà de ces exemples. Bon, je vous donne cette petite illustration pour simplement vous appeler à beaucoup de vigilance, et j'y insiste, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on travaille à partir de ce document, pour que vous voyez qu'il est très bien fait, très agréable, très pédagogique, et par conséquent, il est important que nous soyons vigilants sur évidemment le piège formel que représente ce type de positionnement vis-à-vis des victimes, parce qu'il permet, il donne au fonds de garantie sur un certain nombre de sujets, et il y en a d'autres, l'occasion, eh bien, de présenter dans un sens, comment dirais-je, parfois un tout petit peu particulier, sa doctrine indemnitaire, tout en donnant l'impression qu'elle est parfaitement fidèle à la nomenclature d'Antillac et à la jurisprudence. Le fonds de garantie, dans ce livret, donne des chiffres de l'indemnisation minimale qu'il propose. Alors, ce sont des chiffres qui sont inférieurs à la jurisprudence et au référentiel intercours de Benoît Mornet, mais qui ont l'avantage eh bien d'exister et de montrer une référence qui, nous dit le fonds de garantie, et c'est vrai, est une référence minimale. Il y a parfois de petites augmentations par rapport à ces références. Je dis bien de petites augmentations, mais c'est vrai qu'elles existent. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur deux points s'agissant de la victime directe. Premièrement, les préjudices professionnels. Je vous mets fortement en garde sur la doctrine indemnitaire du fonds de garantie, qui en particulier, s'agissant des victimes d'attentats, est extrêmement réticent à la prise en compte de préjudices professionnels, tenant notamment ce qu'on pourrait appeler les changements de vie, aux ruptures de cursus, les gens qui, à un moment donné, il y en a beaucoup parmi les victimes d'attentats, vont complètement abandonner leur statut professionnel, leur profession, pour faire complètement autre chose. Et il y a beaucoup de réticence à reconnaître ces préjudices. Il y a beaucoup de réticence aussi à reconnaître les incidences professionnelles. Alors, c'est une problématique générale avec tous les payeurs, les assureurs et les fonds de garantie, mais elle pose de grandes difficultés avec le fonds de garantie. Maintenant, je voudrais que nous nous entretenions quelques instants, parce que c'est important, des préjudices spécifiques, on pourrait dire les préjudices exceptionnels.
Alors, je passe pour l'instant sur les victimes indirectes, on y reviendra tout à l'heure, et je vous emmène sur cette page du guide qui est consacrée aux préjudices exceptionnels spécifiques des victimes d'actes de terrorisme. Ce préjudice exceptionnel qui est mentionné dans le livret a été décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, il a été voté, il a évolué à plusieurs reprises, je vous refais pas l'historique, on n'a pas le temps, mais la doctrine actuelle date à peu près de 2014, c'est important de le dire parce que c'était quelques mois avant la grande vague d'attentats, janvier, novembre, et puis Nice en 2016. Il est considéré et il est acté comme un poste de préjudice supplémentaire, il suffit de lire le document, c'est le début de la phrase, poste de préjudice défini par la nomenclature, etc., etc. Bien. Il y a, alors, vous avez une explication dans le livret, c'est un préjudice exceptionnel qui prend en compte la spécificité de la situation des victimes, un état de stress post-traumatique particulier, et puis également, ce qui n'est pas indiqué dans le livret, mais la dimension, on pourrait dire, politique exceptionnelle de l'attentat, de l'acte terroriste, qui est tout à fait, comment dirais-je, spécifique dans le rapport que la victime peut avoir avec cet acte, sachant qu'il a pour but de, comment dirais-je, voilà, porter atteinte à des valeurs, à la société. Enfin, il y a cette dimension-là, en plus du stress post-traumatique qui est prise en compte donc dans ce préjudice exceptionnel, bon, qui est défini comme je viens de vous l'indiquer et comme c'est indiqué dans le guide. On a vu apparaître, à partir, en tout cas en ce qui nous concerne, je dis nous, on était un petit nombre de confrères sur le sujet, des documents qui nous ont un peu alertés, qui étaient des procès-verbaux d'indemnisation qui étaient adressés à des victimes et dans lesquels elles signaient pour solde de tout compte, donc pour indemnisation définitive et en réalité forfaitaire, des procès-verbaux qui en réalité correspondaient au préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme. Et donc, on s'est aperçu que ce préjudice, et là c'est très important que vous entendiez tous ça, était utilisé non pas pour allouer, comme c'est indiqué dans le guide et dans les délibérations du conseil d'administration, une indemnisation particulière en plus des autres postes, mais était utilisé à la place de tous les autres postes et comme forfait indemnitaire. Alors, en essayant de recenser les cas, on en a trouvé quelques-uns, mais en réalité pas beaucoup, qui étaient entre les mains d'un certain nombre de confrères. Moi, dans un petit comptage que j'avais fait, j'en étais à une quinzaine de cas. Et quand on demandait des explications au fonds de garantie, on disait mais ce sont des gens qui ne voulaient pas faire d'expertise. C'est presque comme si on nous disait que c'est des gens qui souhaitaient être indemnisés de cette manière-là. Et on avait l'impression que c'était très anecdotique. Et puis, en faisant des recherches, et notamment en consultant un rapport de la Cour des comptes sur la prise en charge financière des victimes de terrorisme, qui est un rapport de janvier 2019, on s'est aperçu qu'en réalité, cette façon de faire, c'est-à-dire de proposer un poste au lieu de tous les autres, à la place de tous les autres, en réalité concernait de très nombreuses victimes, puisque sur un sondage, un comptage qui a été fait sur 4 ans, entre 2013 et 2017, et le phénomène ne s'est pas arrêté en 2017, il a continué, puisque j'ai des exemples postérieurs, la Cour des comptes a relevé plus de 500 cas, 527 victimes, qui aujourd'hui ont signé un procès-verbal dans lequel, en réalité, quand on interroge les gens, et je l'ai encore fait très récemment, un certain nombre de victimes pensaient que ce qu'on leur proposait, eh bien, c'était eh bien, toute l'indemnisation qui leur était due et rien que l'indemnisation qui leur était due. Alors, dans un premier temps, le fonds de garantie à qui on signalait ces cas sur des personnes en particulier qui avaient eu des soins, qui donc avaient, y compris même des arrêts de travail, a refusé de réouvrir les dossiers
Et la doctrine actuelle indemnitaire donc du fonds de garantie telle que j'en ai connaissance, et ce sera peut-être intéressant tout à l'heure de regarder dans le chat, c'est que les dossiers sont systématiquement réouverts si un avocat le demande. Ils sont réouverts de manière assez particulière parce que le fonds de garantie les réouvre en aggravation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien que vous indiquant qu'il les réouvre en aggravation, en réalité, lorsqu'on demande une expertise, il redonne une expertise pour le tout, c'est-à-dire qui démarre de l'attentat et qui examine tous les postes de préjudice et pas simplement des postes de préjudice qui feraient suite à une aggravation. Ça, c'est une évolution de la doctrine indemnitaire à la suite d'un certain nombre, comment dirais-je, de demandes, enfin de demandes d'explications qui ont été adressées au fonds de garantie voilà, qui permettent, au moins dans l'immédiat, de résoudre ce problème. Je vous invite très fortement, si vous rencontrez cette difficulté et si vous avez peu de dossiers ou un seul dossier et que vous êtes en contact avec un client qui vous indique avoir signé ce type de procès-verbaux, généralement à 30 000 € pour les victimes directes ou 10 000 € selon leur situation, je vous invite très fortement donc à demander la rouverture de ce dossier et si nécessaire à contacter des avocats spécialisés, des confrères qui voilà, pourront échanger avec vous sur le sujet. En tout cas, si d'aventure quelqu'un se voyait opposer un refus de réouverture, il faudrait absolument ne pas laisser, si vous voulez, quand bien même d'ailleurs parfois les gens sont complètement lassés et ne veulent pas aller plus loin, en tout cas les inciter fortement à signaler la situation parce qu'elle est parfaitement anormale. Et le fonds de garantie le sait très bien. Donc on nous explique qu'il y a des motifs de gestion, des motifs comptables qui fait qu'on ne peut pas laisser les dossiers ouverts éternellement quand les gens ne donnent pas suite, etc. Certes, mais c'est certainement pas une raison pour leur faire signer un document qui forfaitise toute l'indemnisation, alors même qu'on devrait être avec un poste supplémentaire. Autre mot sur un poste exceptionnel, le préjudice d'angoisse. Vous savez que les avocats ont beaucoup travaillé sur cette question du préjudice d'angoisse. Je vais me caler sur une autre page du guide qui est la question, le paragraphe qui concerne les souffrances endurées. Alors, vous avez entendu parler bien sûr du livre blanc des avocats, donc publié par le barreau de Paris, mais qui ne comprenait absolument pas que des avocats parisiens, bien au contraire, nous étions des avocats de toute la France sur le sujet, et nous avons travaillé d'arrache-pied puisque dès fin 2016, nous avons pu publier ce document, co-signé par 160 avocats sur la problématique des préjudices d'angoisse des victimes directes et des préjudices d'attente des victimes indirectes, donc de leurs proches, et qui se focalisait sur ce que les personnes ont subi, non pas à titre définitif, permanent, mais ce qu'elles ont subi pendant les attentats. Et en insistant notamment sur le fait que les instruments dont nous disposons pour évaluer en particulier les souffrances psychiques n'étaient absolument pas adaptés pour mesurer la gravité et l'intensité de ce qui était subi pendant l'événement. Et qu'en particulier, si l'on s'en tenait au simple poste souffrance endurée avec l'échelle à 7 degrés, il était absolument impossible, avec ce poste de préjudice, de rendre compte à la fois de ce que les gens subissaient pendant l'événement, puis de tous les soins, qu'ils soient physiques ou psychiques, et de toute la phase de consolidation de leurs atteintes qui va durer des mois et des mois, et qui ne pouvaient pas être restituées par le poste souffrance endurée classique. Nous avons été entendus, puisque la secrétaire d'État de l'époque, à l'aide aux victimes, a mis en place un groupe de travail qui lui-même a intégré des experts, des assureurs, des avocats, et qui a produit un rapport sur les préjudices dits situationnels d'angoisse et d'attente, et qui consacrait l'analyse que nous avions proposée, et qui était de dire il faut faire une étude tout à fait particulière, tout à fait spécifique, c'est le cas de le dire, séparer
de l'étude expertale classique pour cette question des préjudices d'angoisse. Qu'en est-il aujourd'hui dans la pratique? Le fonds de garantie du bout des lèvres, si j'ose dire, lors d'un conseil d'administration de fin 2017, a fini par admettre le principe du préjudice d'angoisse en le réduisant comme peau de chagrin à des sommes tout à fait forfaitaires qui sont indiquées dans le guide entre 2 000 et 5 000 euros, et en cherchant à toute force à l'intégrer, et plus qu'à l'intégrer, à l'absorber dans le poste souffrance endurée, puisque aujourd'hui la doctrine indemnitaire est très claire, c'est que quand on additionne ce qui est proposé au titre du préjudice d'angoisse et des souffrances endurées classiques, de toute façon on ne dépasse pas les montants habituels qui étaient alloués avant cette émergence du préjudice d'angoisse au titre des souffrances endurées. Donc, c'est en réalité une forme de résistance et de négation de cette évolution du droit. Les juridictions, qu'il s'agisse pour les accidents collectifs de juridictions diverses ou qu'il s'agisse pour les attentats de la GIVAT, ont pris en compte le préjudice situationnel d'angoisse, tout en indiquant, et c'est ce qui est important de retenir, que, pour suivre la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ce préjudice faisait partie d'un ensemble, faisait partie du chapitre, du poste des souffrances endurées, mais en s'affranchissant du côté donc, des juges, complètement de leur jurisprudence classique sur les souffrances endurées. C'est-à-dire qu'on a eu des montants indemnitaires qui véritablement n'avaient plus de rapport avec ce qui était alloué classiquement pour des souffrances endurées telles qu'elles sont décrites et telles qu'elles sont cotées dans les rapports d'expertise. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur la question du préjudice d'angoisse, il convient de maintenir, et vous avez toutes les indications dans le livre blanc et dans le rapport de Mme Porcher-Simon, une demande spécifique en l'assortissant systématiquement d'un subsidiaire indiquant que si le tribunal l'estime, le qualifie de la sorte, ce préjudice pourra être réintégré aux souffrances endurées, mais devra faire l'objet d'une qualification et d'une description spécifique, ce qui est le cas aujourd'hui en jurisprudence. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous montrerai un tout petit tableau. Alors, ceci étant dit, nous allons maintenant dire un mot de l'expertise. Je voudrais simplement avant cela réinsister sur ce que j'ai dit tout à l'heure s'agissant des victimes par ricochet. Dans le guide de l'indemnisation, vous avez sur la page que je vous affiche maintenant la présentation de deux types de victimes indirectes. Les victimes indirectes en cas de décès, donc les proches d'une personne décédée, et les victimes indirectes en cas de survie, donc les proches d'une personne survivante. Dans la pratique judiciaire, alors d'abord dans la pratique amiable, le fonds de garantie restreint considérablement le champ des victimes indirectes aux proches de personnes très handicapées. Et dans la pratique judiciaire, le fonds de garantie va même aujourd'hui jusqu'à soutenir que, sur une interprétation des textes qui est totalement contestée par beaucoup de gens, y compris par les professeurs de droit, que les textes lui interdiraient même, donc contrairement à ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire à ce que dit son guide, de faire des propositions pour les victimes par ricochet en cas de survie. Donc je vous renvoie sur tous ces sujets aux études qui ont été publiées sur la question et au devoir que nous avons évidemment de nous opposer à cette doctrine indemnitaire. Le seul critère qui doit l'emporter, c'est l'existence d'un retentissement chez le proche de la victime directe, et retentissement qui peut aussi bien résulter d'un état de handicap définitif grave, mais aussi de l'intensité des troubles qui ont été subis à titre temporaire. On a toutes ces familles qui se sont retrouvées en assistance, en premier cercle, pour essayer de porter à bout de bras les victimes d'attentats et qui sont d'authentiques victimes indirectes à prendre en compte. Je voudrais maintenant que nous en venions à l'expertise. Je vais peut-être
ou pas, parce que c'est un peu fatigant de plus voir de tête, donc là c'est mieux qu'on réapparaisse, soit vous afficher, soit en tout cas faire allusion à un deuxième guide qui s'appelle la charte de l'expertise. Alors je vous invite à aller le regarder, on vous l'a fait passer par les mails ou par la plateforme il y a quelques instants. Nous sommes dans une phase un petit peu nouvelle puisque un décret vient d'entrer en vigueur qui est censé réformer, modifier la phase de l'expertise amiable. Et vous avez donc cette charte de l'expertise donc que je vous ai adressée et qui pose un certain nombre voilà, de principes sur l'expertise amiable. Alors, soyons peut-être encore plus vigilants sur cette question-là que nous le sommes sur la question des principes indemnitaires. Parce que l'expertise, on se dit toujours, bon, c'est une histoire de médecins, nous les avocats, attention. Bon. Déjà, je rappelle une chose, c'est que nous sommes bien évidemment dans tous ces dossiers-là en matière de dommages corporels en général, mais encore plus particulièrement sur les questions de victimes d'attentats, nous sommes invités à travailler avec des médecins conseils, alors, soit des médecins conseils somaticiens, soit des médecins conseils psychiatres. Donc ça va de soi et en aucune manière, évidemment, à laisser une victime aller seule à une expertise. Donc, cette charte de l'expertise médicale que vous irez consulter, elle prévoit un certain nombre de dispositions tout à fait intéressantes, comme la manière de prendre contact avec la victime, les pièces qui doivent être envoyées à l'expert, etc., etc. Vous irez voir toutes ces préconisations. Je voudrais m'arrêter sur deux sujets qui font difficulté, et je n'ai pas le temps de détailler un certain nombre de choses telles que la mission. Je vous invite sur ces questions, ces problématiques de mission d'expertise, à aller voir un site qui a été mis en place par deux associations spécialisées, avocats spécialisés et médecins conseils spécialisés, qui s'appelle l'ANADOC, A-N-A-D-O-C, et qui est là pour, si vous voulez, essayer de contrebalancer les préconisations des assureurs. Et vous y trouverez notamment une mission d'expertise, alors que vous ne pourrez pas faire adopter à titre amiable, parce que le fonds de garantie envoie la mission que vous avez en annexe de cette charte, mais qui vous donnera bien des idées sur les choses à pouvoir faire reconnaître et la manière de les faire reconnaître en expertise. Je m'arrête donc sur deux points. Premier point, la question de la présence de l'avocat à l'expertise, et plus particulièrement la présence de l'avocat à l'expertise psychiatrique. Vous savez que le gros problème de l'expertise psychiatrique, c'est qu'elle confond différents temps en réalité de l'expertise qui peuvent être bien délimités dans le cadre d'une expertise somatique et qui sont beaucoup plus poreux et qui s'interpénètrent beaucoup plus dans le cadre d'une expertise psychiatrique. Je veux dire par là le rappel des faits, l'état antérieur, les doléances qui en réalité font partie de l'examen psychiatrique. Qu'avez-vous subi? Quelle était votre biographie? Et de quoi vous plaignez-vous aujourd'hui? Tout ça, on peut le dissocier, et l'avocat, bien sûr, participe à ce débat dans une expertise somatique, et dès lors qu'on entre dans une expertise psychiatrique, on ne peut plus le dissocier. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, ajouter à cela la volonté, la plupart du temps, de nos clients, les avocats ont souhaité pouvoir non pas participer à l'examen clinique psychiatrique, j'y insiste, chers amis, très fortement, car il ne nous appartient pas de participer à un examen psychiatrique. En revanche, il nous est permis d'y assister, ce qui est très différent, d'y assister jusqu'au moment où on nous redonne la parole et où à ce moment-là, nous pouvons évidemment formuler toutes les remarques et les questions que nous souhaitons, mais il nous appartient de laisser travailler les médecins dès lors que nous sommes, j'allais dire, tolérés, admis à cet examen. Un débat a eu lieu il y a quelques mois sur ce sujet-là et le fonds de garantie inclut dans sa charte une lettre qu'il a reçue. En réalité, elle avait été suscitée, mais peu importe la petite histoire, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Il a reçu une lettre du Conseil national de l'ordre des médecins qui semble indiquer que l'avocat ne pourrait pas assister à l'examen psychiatrique pour une raison qui relèverait de l'intimité de la personne, alors même que c'est la personne qui demande à ce que son avocat soit présent. Je ferme cette parenthèse-là, mais surtout, je voulais
attirer votre attention, chers amis, sur une précision qui a été apportée par le Conseil de l'Ordre, et c'est un document que je vous ai adressé aussi, je vous ai fait adresser, en plus des chartes du Fonds de garantie, et c'est une réponse à la présidente de l'ANADAVI, l'Association nationale des avocats de victimes, qui demandait à ce qu'on lui donne quelques explications sur cette position du Conseil de l'Ordre des médecins. Et en réalité, il est bien indiqué dans ce document que finalement, c'est l'expert qui choisit et que, en réalité, les seuls reproches qu'on pourrait lui faire a posteriori sont des reproches qui consisteraient à avoir mal informé la victime des conditions dans lesquelles se réaliserait cet examen, avec ou sans la présence de son conseil, mais qu'en réalité, il n'y a pas de risque pour l'expert à laisser un avocat, lorsque la victime le souhaite évidemment, assister à cet examen. Donc en réalité, on est face à une sorte de double clause de conscience, c'est-à-dire qu'à la fois un expert pourrait refuser que la victime y assiste et en même temps, on pourrait pas légitimement refuser à ce que l'avocat y assiste et en même temps on pourrait pas légitimement dire à une victime vous qui souhaitez que votre avocat soit présent, on vous l'interdit. Donc comment résoudre cette problématique en pratique? Eh bien en essayant tout simplement de savoir à l'avance ce que le médecin désigné fera et si on sait qu'il ne souhaitera pas, il interdira d'une certaine manière même s'il n'en a pas le droit en tant que tel, mais il ne réalisera pas son examen si l'avocat, alors que la victime le souhaite, est présent, eh bien demander à ce moment-là à ce qu'un autre médecin soit désigné, étant précisé que la plupart des psychiatres actuellement qui sont mandatés par le Fonds de garantie, enfin en tout cas un grand nombre d'entre eux, acceptent notre présence, sous réserve bien entendu, et pardon d'y insister une troisième fois, mais c'est extrêmement important que nous montrions de ce point de vue-là notre coopération parfaite, que quelles que soient nos objections, nos questions, nos interventions, nous nous efforcions de ne pas les formuler pendant l'examen. Je le dis parce qu'un certain nombre d'entre nous, notamment qui sont pénalistes et qui ont l'habitude parfois de voler au secours de leurs clients qui oublient, qui hésitent, etc., ont le réflexe de le faire et disons-le, c'est une faute. Si on le fait, on empêche l'examen psychiatrique puisque l'hésitation, comment dirais-je, la confusion éventuelle et fréquente de la victime, de la personne, fait partie de l'examen psychiatrique. Et donc, si nous polluons ça par nos interventions, nous empêchons l'examen. Donc, si nous voulons pouvoir y rester, c'est extrêmement précieux pour l'assistance des victimes, d'avoir pu assister à ces instants et pour ensuite participer de façon éclairée à la discussion sur les postes de préjudice. Il est important que nous respections ce temps de l'examen psychiatrique. Deuxième point sur l'expertise, la question des dires. Vous avez une procédure qui vous est expliquée sur donc l'expert mandaté qui envoie son rapport et qui laisse un délai pour formuler des dires, notamment à l'avocat et au médecin conseil de la victime. On s'est aperçu dans l'application nouvelle du décret, donc qui est intervenu il y a quelques jours de cela, que le fonds de garantie lui-même, alors qu'il avait désigné un médecin conseil, eh bien, après que ce médecin, alors qu'il avait désigné un médecin, on va dire un médecin expert amiable, adressait lui-même des dires à ce médecin. Frédéric Giffard, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Ça reposera les gens de m'entendre comme ça. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, on a eu cette très très mauvaise surprise parce que personne ne s'y attendait, je crois. De sortir d'une expertise où les choses s'étaient passées. Frédéric, juste si tu peux reprendre, parce que j'avais coupé ton micro, donc on n'a pas entendu le début de ton intervention. D'accord, je disais bonjour à tous. On a effectivement eu cette très désagréable surprise dans des expertises très récentes, ça date du mois de mars à peu près, d'avoir, après l'expertise, alors que l'expertise s'était passée de façon tout à fait habituelle et dans un contradictoire correct entre l'expert mandaté par le fonds et le médecin conseil qui assistait la victime à nos côtés, de recevoir donc un dire, alors parfois dans un délai extrêmement rapproché de l'envoi du rapport d'expertise, ou alors à l'opposé, à la limite du délai de 30 jours qui est prévu,
Donc, dans les deux cas, quelque chose d'un peu désagréable et de très violent, qui a été ressenti de façon très violente par les parties civiles, par les victimes, qui pensaient en fait avoir passé cette épreuve de l'expertise, qui pensaient pouvoir se reposer, entre guillemets, sur le rapport d'expertise que nous avions reçu et qui découvrent qu'elles doivent affronter un nouveau crible qui est celui d'un médecin psychiatre qui ne les a jamais rencontrés et qui fait un dire uniquement sur la base du rapport de leurs confrères mandatés par le fond. Alors, ça a été très déstabilisant, je crois, pour tout le monde. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut absolument que nous mutualisions ce qui nous arrive dans nos dossiers pour pouvoir en discuter les uns les autres et savoir ce qu'il convient de faire. Certains ont écrit au fond, certains ont écrit à la déléguée interministérielle d'aide aux victimes pour l'alerter sur ce sujet. Et donc, on a invoqué à la fois la violation du secret médical parce que les victimes n'ont jamais consenti à ce que leurs éléments médicaux soient transmis à un psychiatre qui ne les a jamais rencontrés, ou alors la violation de l'égalité des armes. Il faut voir aussi que ça fait que ça crée des positions totalement inégalitaires entre différentes victimes, celles qui ont eu un processus normal jusqu'à encore le début de l'année 2021, et puis celles qui désormais savent qu'elles auront peut-être donc un dire qui va venir parfois de manière en plus assez désinvolte dans la formulation, qui va venir remettre en question toutes les conclusions de l'expertise amiable. Alors, voyez les amis, dans ce que vient de nous expliquer Frédéric, il y a cette part de démagogie, il faut dire le terme, mais elle s'explique aussi par la pression qui est mise sur le fonds de garantie, où on favorise le contact direct, n'est-ce pas, entre le fonds et les victimes. Donc, ça veut dire qu'à 9h du matin, c'est du expérience vécue, vous pouvez avoir votre client qui vous appelle en larmes parce qu'il vient de recevoir sur sa boîte mail personnelle un document signé d'un médecin dont il ne connaissait même pas l'existence et qui va dire le niveau d'angoisse fixé dans l'expertise et le préjudice professionnel sont très contestables. J'estime qu'ils ont été fixés de manière injustifiée, etc. Alors, il faut s'y préparer. Il y a eu des plaintes, vraiment des récriminations très fortes pour éviter que ceci ne se reproduise, mais c'est la pratique qui a eu lieu ces jours derniers. Ça date, c'est tout à fait récent. Donc, soyez prémunis face à cette façon de faire. Je vais maintenant, il faut céder la parole sur la partie pénale, simplement vous donner des références d'articles qui vous donneront plus d'éléments sur la GIVAT. Alors, je vais en particulier vous donner une référence, et je la remettrai dans le chat tout à l'heure, de la Gazette du Palais, 5 mai 2020. Vous avez un tableau de jurisprudence chiffré sur la GIVAT qui est fait par notre confrère Olivier Merlin du barreau d'Épinal. Donc, Gazette du Palais, 5 mai 2020, page 47. Vous aurez une analyse très intéressante parce qu'il y a à la fois les demandes, les offres du fonds et la motivation de ce qu'a décidé la GIVAT. Je vous donne également une référence de Madame Porchy-Simon, qui est un prof de droit qui fait référence dans la matière et qui a beaucoup travaillé sur la question de la notion de victime et en particulier Recueil d'Alloz 2021, page 296. Et vous y trouverez des arguments très précieux pour répondre à ce que nous dit le Fonds de garantie en ce moment sur finalement, ça serait pas le même cercle de victimes que pour les autres situations, alors même qu'on est sur de la réparation intégrale dans les textes. Donc c'est ça mérite une réponse étayée qui est proposée par Madame Porchy-Simon. Autre article, je vais vous mettre juste les références tout à l'heure pendant que je parlerai plus dans le chat sur la présence de l'avocat à l'expertise. Un article de notre confrère Marc-André Secaldi, qui est membre du conseil d'administration du Fonds de garantie et qui a écrit à la Gazette du Palais du 8 janvier 2019, page 13, sur justement les arguments qu'on peut opposer sur notre présence lorsque la victime le réclame, notamment dans les expertises psychiatriques. Également, une prof de droit, Madame Anne Guégan, qui a écrit sur le même sujet à la Gazette du Palais du 14 mai 2019, le 14 mai 2019, page 70, qui a écrit sur ces sujets-là.
Voilà ce que je pouvais vous dire. S'agissant de la GIVAT, on a presque tout dit tout à l'heure. En fait, c'est le tribunal de Paris qui a compétence exclusive. C'est profondément regrettable. C'est un éloignement par rapport à des sites d'attentats en région. On est obligé en plus de prendre un postulant puisque c'est la procédure ordinaire. Bon, voilà, c'est l'état actuel de la situation. Je vous conseille de vous renseigner sur des gens qui peut-être ont déjà des dossiers et qui sont fréquemment aux audiences de la GIVAT quand vous souhaitez un postulant parce que ça vous donnera déjà un son de cloche sur l'ambiance et ça sera très précieux pour vous. Je laisse la parole parce que j'ai débordé 3-4 minutes. Tu as débordé 3-4 minutes, mais juste, je me permets, Frédéric, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je me permets, tu as fait état tout à l'heure en parlant du préjudice d'angoisse de mort imminente, d'exemples de jurisprudence. Est-ce que ça fait partie des références littéraires que tu nous as envoyées? D'accord, très bien. Donc pas de difficulté. Et alors juste pour terminer, puisqu'on ne croule pas nécessairement sous les questions, il y avait 2-3 petites questions que je vais te poser maintenant du coup, comme ça on reste dans la thématique. Alors j'avais une première question qui parlait des médecins conseils. Il y a quelqu'un qui nous demande s'il y a des médecins conseils qu'on peut recommander. Donc je pense pouvoir répondre à la question. Il existe des associations de médecins conseils sur Internet. Je pense notamment à la NAMEVA ou à la NMCR, qui sont des associations nationales de médecins conseils recours de victimes. Donc, rendez-vous sur ce site-là. C'est référencé au niveau géographique en fonction des endroits sur lesquels vous voulez faire accompagner vos victimes. Et j'avais une dernière question, et donc après, on pourra basculer sur l'aspect pénal. La question, je vais la lire. Faut-il laisser l'expertise psychiatrique s'effectuer, puis écrire au juge chargé du contrôle des expertises que l'expert n'a pas accepté la présence de l'avocat et ainsi solliciter l'annulation de cette expertise pour solliciter la désignation d'un autre expert judiciaire? Je pense que c'est enfin moi je préférerais plutôt agir en amont parce que c'est pas du tout une cause de nullité. Vous avez vu qu'il y a une ambiguïté qui est entretenue, qui fait que on peut pas reprocher en tant que tel dès lors qu'il respecte le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il a permis à la victime d'être assistée, notamment par un médecin conseil. On peut pas considérer qu'il y aurait un vice d'une certaine manière de l'expertise. Donc moi je pense que cette idée de dire on laisse quand même faire et puis on agit après, enfin en tout cas moi c'est pas comme ça que j'interviendrai, ce d'autant que on a les moyens de le savoir en amont. Généralement d'ailleurs on n'a même pas à le demander parce que les gens qui ne veulent pas de l'avocat dans la réunion l'écrivent, enfin dans l'examen, l'écrivent en gras sur leur convocation, tellement ça a l'air de les angoisser qu'on puisse assister à cet examen. Donc on le sait et à ce moment-là on prend ses responsabilités, soit on obtient un changement de l'expert amiable, soit en effet on va saisir le juge. Alors après, si c'est dans le cas d'une instance judiciaire que l'expert judiciaire donc refuserait toute présence de l'avocat à l'examen. Alors actuellement, à ma connaissance, sur les experts désignés à Paris, il n'y en a pratiquement pas qui ont cette attitude. Si c'était le cas, ça serait le lieu d'un incident expertise pour demander un changement d'expert, mais en amont. Très bien, je te remercie infiniment Frédéric pour ton exposé et ces précisions qui sont particulièrement précieuses pour les avocats de victimes. Donc on va passer à la deuxième thématique, on va parler de la place de l'avocat dans le cadre du procès pénal et la nouvelle place puisque on se retrouve avec des procès d'une envergure jamais atteinte et donc nous allons essayer de scinder la présentation en deux. On va commencer par faire un bilan du procès des attentats de janvier 2015 qui s'est tenu en fin d'année 2020. Et donc, je vais laisser la place à Nathalie Sénic. Et après, nous aborderons les perspectives sur le procès à venir à la rentrée 2020, à partir de septembre 2021, s'agissant des attentats du mois de novembre 2015. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. J'espère tout d'abord que chacun d'entre vous se porte bien dans cette période difficile à plus d'un titre. Et je vous remercie d'être, je vois un petit compteur au-dessus de l'écran, je vous remercie d'être si nombreux. Alors, on m'a demandé effectivement de vous présenter une sorte de bilan du procès des attentats de janvier 2015 qui s'est tenu de septembre à décembre dernier devant la cour d'assises spécialement composée. On m'a demandé de titrer cette intervention. J'ai proposé les attentats de janvier 2015, le procès de tous les dangers. Cette phrase, je dois le dire, m'est venue assez naturellement après avoir traversé cette tempête aux côtés des parties civiles que j'assistais, qui faisaient essentiellement partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Tempête procédurale,
avec, pour inviter surprise, mais pas tant que cela, la Covid, comme vous l'avez pu le lire dans la presse, et la survenue de 3 nouveaux attentats en cours de procès devant les anciens locaux de Charlie, à l'encontre de Samuel Paty et dans la basilique Notre-Dame de Nice. En conséquence, un procès qui s'est déroulé dans un contexte particulièrement lourd. Et particulièrement lourd, évidemment, pour les parties civiles qui assistaient au débat. Alors, ces attentats, ceux de janvier et puis ceux de novembre, nous les avons tous vécus. Certains d'entre nous ont peut-être d'ailleurs participé aux marches républicaines des 10 et 11 janvier, et c'est sans doute une des premières spécificités de l'intervention de ceux qui ont ou qui vont assister des victimes de ces attentats. C'est cette histoire commune que nous partageons et qui est tout à fait nouvelle dans la défense, qui est dense, parfois difficile à aborder, et dans laquelle chacun doit pouvoir se retrouver et surtout trouver sa place. Alors, tout d'abord, peut-être quelques éléments purement descriptifs. Le procès s'est tenu sur 3 mois et demi, tous les jours, y compris certains samedis, sous haute surveillance au Palais de Justice, au nouveau Palais de Justice de Paris. Chaque avocat avait obtenu une carte d'accès pour se rendre dans les salles d'audience dédiées qui avaient été en quelque sorte isolées des autres salles d'audience qui continuaient pourtant à fonctionner. Dans le cadre des échanges avec le parquet qui organisait notamment la logistique de sécurité du procès, nous avions unanimement demandé à avocats de partie civile comme avocats de la défense à ne pas être fouillés quand nous accédions aux salles d'audience, ce qui avait été initialement proposé. Et nous avons trouvé des solutions d'accès spécifiques pour permettre effectivement d'une part le flux vers les audiences en toute sécurité et d'autre part dans le respect évidemment des mesures de distanciation en période de pandémie. Alors, les parties civiles constituées avaient également une carte qu'elles devaient présenter au moindre contrôle, et seules les parties civiles, et j'insiste sur ce point, pouvaient avoir accès aux salles d'audience, c'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas se faire accompagner par un membre de leur famille qui n'était pas constitué ou un proche. Et c'est une des choses importantes à leur préciser, car je crois savoir que cela se reproduira pour le procès de novembre prochain. De septembre prochain, pardon. Les auditions étaient, il y avait un auditorium destiné au public, il y avait une salle principale dans laquelle les accusés et nos confrères de la défense se trouvaient, mais également certaines parties civiles et leurs conseils, et bien entendu la presse, et j'y reviendrai, la presse écrite. Toutes les salles d'audience étaient reliées entre elles par un système de retransmission, et ainsi un confrère qui se retrouvait dans une salle annexe pouvait intervenir dans la salle principale après avoir demandé la parole. Il y avait donc une dispersion des lieux reliés sur le plan technique, et ce sera aussi le cas pour les attentats de novembre. Nous avions obtenu de l'ordre et du tribunal des salles de travail pour continuer à avoir une activité à peu près normale, car c'est 3 mois non-stop, du matin au soir, des vestiaires, des accès Internet dans chaque salle d'audience, un cloud qui nous avait permis, entre avocats de partie civile, de pouvoir communiquer, d'échanger des pièces. Bref, nous étions prêts pour ce procès. Alors, sur le déroulement du procès à proprement parler, ce procès qui s'est tenu donc de septembre à décembre dernier, a été qualifié d'historique. Et ces procès qualifiés d'historiques, et ce sera le cas en septembre prochain, sont filmés et surmédiatisés. Et c'est l'un des premiers dangers, je pense, celui de la dénaturation de la parole à l'audience. On comprend effectivement aisément que l'on ait pensé devoir filmer ces audiences dites historiques, car certains témoignages, il est vrai, ont une grande importance et une grande valeur. Nous avons assisté à ce qu'on appelle des moments d'audience absolument bouleversants. J'ai en tête le témoignage de Coco, le témoignage de Simon Fieschi, qui a été grièvement blessé lors des attentats de Charlie et qui a décrit tout au long de son audition, et c'est ça qu'il voulait faire, les conséquences d'une balle de Kalachnikov qui traverse le corps. Bref, de très nombreux témoignages de parties civiles, je dois dire, éblouissants d'humanité, mais aussi des témoins qui évoquent, malgré des risques, la radicalisation de certains accusés en des termes si précis que l'on touche des moments de vérité, et d'autres témoignages qui tentent à tout prix de les écarter. Mais pour autant, filmer, et j'ai pu le constater, et certains de mes confrères également, c'est aussi figer l'audience. Alors que nous savons tous que la force de la cour d'assises réside dans la parole qui est donnée, dans la parole qui est fluide et qui est même parfois attrapée
au hasard, mais celle qui est dans tous les cas éphémère, le temps de l'audience qui est nécessairement en mouvement. Vous savez d'ailleurs tous qu'aux assises, contrairement au tribunal correctionnel, aucun compte-rendu ou feuille d'audience n'est tenu par le greffier, l'oralité est pleine et entière, et les débats doivent donc pouvoir s'enchaîner quasiment aussi rapidement que la parole. Mais nous avons pu constater que le fait de filmer n'a pas toujours facilité les débats et l'audience en général, et je pense d'ailleurs que le procès a même été parfois déformé par le fait d'avoir été filmé. Un exemple, tout d'abord, pour être entendu, il fallait impérativement parler dans un micro. Et si vous ne faisiez pas, on vous demandait de le faire. Et si vous ne parliez pas dans le micro, votre intervention n'était pas entendue, n'était donc pas enregistrée dans le cadre du procès. Ainsi, toutes les spontanéités et les réactions d'audience, qui sont l'essence même de la cour d'assises, avaient difficilement leur place. Et lorsque vous vouliez parler, il fallait appuyer sur un bouton, il fallait attendre qu'on vous ouvre le bouton, qu'on autorise, qu'on vous ouvre l'accès au micro et donc qu'on vous autorise à prendre la parole, ce qui a créé un certain nombre d'incidents assez importants. Par ailleurs, et puisque les micros étaient devenus une sorte de passage obligé, il a été demandé que les micros à destination des avocats puissent être réglés à la même hauteur que ceux destinés aux avocats généraux pour que les avocats ne puissent pas se baisser si vous avez à poser des questions. Bref, la technique liée à l'enregistrement des débats a parfois même pris la main sur les débats eux-mêmes. Par ailleurs, on a pu constater que quand une personne se sait filmer, la parole et ses attitudes changent. Pas forcément dans le bon sens, et encore j'y reviendrai, celle des professionnels, mais sans aucun doute celle de certains témoins qui sont appelés à la barre. Et vous devez ça bien avoir à l'esprit dans cette situation quand vous interrogez un témoin qui peut très vite, dans ce cas-là, adopter une attitude de donner à voir plutôt que de répondre aux questions, car son témoignage est en quelque sorte inscrit, mémorisé, et il le sait. Nous avons d'ailleurs eu pas mal de témoignages à la barre très différents de ceux qui avaient été recueillis dans le cadre du dossier. Certains témoignages, on a l'habitude devant les juridictions pénales, mais certains témoins changent de version. Mais à plusieurs reprises, je me suis vraiment posé la question de savoir si le film n'avait pas aussi sa part dans ces changements de déclaration. Alors, les accusés aussi sont confrontés à cette situation qui n'est absolument pas simple et qui n'est pas sans incidence sur certaines de leurs attitudes de déclaration à l'audience. Et vous l'observerez sans doute pour ceux qui participeront au débat des attentats de novembre, dire au-delà même de la salle d'audience et du procès. J'attire votre attention également sur un point, sur le fait que les parties civiles doivent également avoir parfaitement conscience que leurs témoignages qui seront portés à la barre seront enregistrés et qu'ainsi, dans plusieurs années, les chercheurs pourront revenir sur ces témoignages, les découvrir, les analyser, les étudier. Il ne s'agit donc pas de témoignages qui s'arrêtent à la cour d'assises, comme c'est classiquement le cas, mais qui traverseront le temps. Et d'ailleurs, je pense que cela a pu écarter un certain nombre de témoins à la barre, des personnes qui voulaient certes spontanément peut-être être entendues, mais qui ont été stoppées par le fait que leurs paroles pourront être revisitées encore des années plus tard. Et mes chers confrères, pour ceux qui se préparent à assister les victimes des attentats de novembre, vous êtes aussi filmés et ne l'oubliez pas. Les caméras sont installées pour capter le maximum de personnes dans la salle d'audience. Ne pensez pas que si vous êtes en fond de salle, vous êtes épargné. Vous constaterez également que certaines prises de parole vous paraîtront davantage destinées à l'image plutôt qu'à l'avancement du procès. Je me souviens en particulier d'un de nos confrères qui, dans le cadre de sa plaidoirie, en avait tellement conscience qu'il a délivré un message, je crois, à ses petits-enfants lorsqu'ils regarderont le procès, une fois que la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels et sonores seraient libres. Alors, la presse écrite est également omniprésente à l'audience et rend régulièrement compte des échanges et des débats. Les médias, radio et télévision sont sur place quotidiennement devant la salle d'audience. Il y a certains médias qui tiennent un fil écrit sur Internet et qui rendent compte quasiment simultanément des moments d'audience qu'ils estiment importants. Bref, ce sont des procès filmés
Ce sont des procès surmédiatisés, ce sont des procès quasiment sous observation, et c'est pourquoi il est indispensable de faire part aux victimes des attentats des conditions dans lesquelles vont se dérouler ces débats, mais aussi leurs témoignages, et de les préserver de cette médiatisation à l'extérieur comme à l'intérieur de la salle. D'autant que la quasi-totalité des parties civiles sont généralement à la recherche d'anonymat, ce qui est le grand paradoxe de ces immenses audiences filmées et surmédiatisées, recherche d'anonymat que l'on peut aisément comprendre. Beaucoup d'entre elles, effectivement, ne veulent pas que leur nom, par exemple, ou leur adresse figure en procédure, principalement parce qu'elles ont encore simplement peur, que ces informations puissent être communiquées aux accusés ou à toute personne qui pourrait leur nuire. Nous sommes sur ce point intervenu, je fais une toute petite, j'écarte un tout petit peu le sujet, mais je pense que c'est important pour ceux qui ne sont pas pénalistes et qui nous écoutent. Nous sommes sur ce point intervenus directement auprès des juges d'instruction pour attirer leur attention sur le fait que les services de police avaient quelquefois même noté lors des premières auditions des numéros de téléphone portable sur les procès-verbaux, et c'était un vrai problème. Donc maintenant, la pratique fait que ces numéros de téléphone n'existent plus. Et c'est pourquoi je vous invite, dès que cela est possible, de vérifier ces points et de domicilier les parties civiles que vous représentez à votre cabinet pour tenter d'éloigner les adresses de vos clients qui auraient été mentionnés en procédure et pour que tout passe par vous, et notamment les notifications d'expertise, parce que certaines sont extrêmement difficiles. Et de la même manière, il est toujours préférable dans ces dossiers de se constituer partie civile le plus tôt possible, dans la mesure où il s'agit de dossiers généralement longs, assez complexes dans les investigations qui sont conduites. Et une fois constituée partie civile à l'instruction, je dirais que l'audience est plus facile. Vous avez la possibilité de viser dans vos conclusions de partie civile à l'audience des cotes de la procédure et des pièces qui auraient été préalablement déposées, ou des auditions même de vos clients, sans devoir nécessairement refaire une communication de pièces à l'audience, ce qui peut être apprécié par un certain nombre de personnes que vous représentez. Et à contrario, vous constituez à l'audience, c'est nécessairement donné à un moment ou à un autre des débats, en présence des accusés, des éléments d'identité, de parenté, de vie des parties civiles que vous représentez, ce qui peut poser problème à certains d'entre elles dans ces dossiers, tout particulièrement dans la mesure où elles ne souhaitent pas communiquer publiquement ces informations, et de surcroît directement aux personnes poursuivies pour des faits dont elles s'estiment avoir été victimes, mais parfois vous n'avez pas d'autre choix. Alors, toute la difficulté va être de choisir les pièces strictement nécessaires que vous allez évaluer ensemble. Vous rencontrez sans doute aussi la même difficulté avec les expertises médicales, que certaines parties civiles ne souhaitent absolument pas verser au dossier, car elles contiennent toutes sortes d'informations personnelles et familiales. Je n'ai pour ma part versé aucune expertise dans le dossier d'instruction, ni au stade d'ailleurs de la cour d'assises, sur la demande de mes clients, demande unanime, hein, je le précise, de mes clients, d'autant que l'indemnisation fait l'objet, comme Frédéric Bibal vient de vous l'indiquer, d'une procédure distincte, et n'est donc pas plus abordée devant la cour d'assises spécialement composée. Alors, l'accompagnement des parties civiles des attentats est plus fort que jamais, et plus important que jamais, car ces audiences sont de véritables épreuves supplémentaires. Il faut bien avoir conscience sur le plan psychologique, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a des cellules psychologiques qui sont présentes quotidiennement aux audiences. Sur le strict plan de l'organisation des audiences, les parties civiles sont d'abord astreintes à des mesures de sécurité et de contrôle jamais égalées. Il faut bien les préparer à cela. Ça les rassure, mais elles peuvent être aussi tout à fait déstabilisées. Les contrôles sont parfois multiples avant d'atteindre la salle d'audience. Il faut donc vraiment les prévenir. Arriver dans les salles d'audience après avoir essayé d'échapper aux sollicitations des médias. Nous avions vu ce problème lors du procès de septembre à décembre dernier, en organisant une entrée réservée aux médias et une entrée réservée aux parties civiles, afin qu'elles puissent être épargnées pour certaines d'entre elles, en tout cas celles qui le souhaitaient. Elles vont arriver dans des salles d'audience qui sont des salles d'audience très particulières, une salle d'audience principale, et en rentrant dans la salle d'audience principale, elles seront
immédiatement confrontés, et ça, j'attire votre attention sur ce point, aux accusés, qui sont généralement nombreux, qui sont disposés de chaque côté, comme ça, dans deux box qui se font face à face, généralement. Derrière eux, des escortes qui sont cagoulées, ce qui est particulièrement brutal pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel du droit, soyons très clairs. Et un nombre considérable de robes noires, et il est indispensable de les prévenir de ces situations pour éviter tout stress supplémentaire. Il est important également que les parties civiles visualisent les lieux avant la tenue des procès, pour ne pas se sentir totalement perdus devant ce déploiement sécuritaire. Beaucoup d'entre elles nous ont demandé d'ailleurs de faire des dessins d'audience pour savoir comment les personnes étaient disposées, où était le président, où étaient les avocats généraux. Donc tout ça, il faut effectivement leur expliquer. Et certaines d'entre elles m'ont dit avoir particulièrement apprécié les jours de visite des salles d'audience. Il faut que vous le sachiez, organisées par Paris Aide aux victimes. Cela fait vraiment la différence parce qu'elles ont acquis avant l'ouverture des débats des repères, et ces visites accompagnées leur ont permis de visualiser les salles, les espaces et anticiper les moments d'audience. Leur préciser également que si elles se trouvent dans la salle, eh bien qu'elles vont être filmées, même si elles n'interviennent pas véritablement à la barre. Et nous avons pu également constater avec certains de mes confrères que les parties civiles avaient mal vécu le fait de ne pas pouvoir se faire accompagner à l'audience. Et c'est vrai que c'est très particulier et très nouveau, accompagné par un de ses proches, qui n'est pas lui-même constitué, et vraiment de les prévenir de cette situation et d'être présent à leur côté pour que, au bout d'un certain jour, cet appui indispensable de départ ne le soit plus. Nous avons également constaté que certaines d'entre elles qui n'avaient pas été prévenues avaient également mal vécu de ne pas pouvoir se situer immédiatement dans la salle principale, qui est vécue comme le cœur du procès, et d'avoir eu le sentiment d'avoir été relayé dans les salles de retransmission annexes. Il faut bien comprendre le choc d'arriver à un procès qui est crucial et d'avoir le sentiment de ne pas en être. Alors, il faut donc les prévenir et peut-être démystifier avec elles l'importance de leur présence dans la salle principale, leur présence physique dans la salle principale, et bien entendu d'œuvrer collectif entre confrères pour que les parties civiles concernées par une séquence de faits soient immanquablement prioritaires dans cette salle principale d'audience le jour où ces faits sont examinés par la cour d'assises, et ça a plutôt assez bien marché lors de notre procès. Deux points encore sur le déroulement de l'audience à proprement parler. Il y a des moments clés dans ces audiences et des moments d'une dureté inouïe. Nous avons ainsi pris le soin d'avertir les parties civiles de l'existence de certains moments d'audience qui sont totalement inimaginables pour eux. Je pense en particulier à la diffusion possible de constatations sur les lieux qui peuvent être projetées sur grand écran, ce qui a été le cas pour les attentats de janvier, de bandes son diffusées, ce qui a également été le cas, ou de diffusion parce qu'un avocat le demande, partie civile ou défense ou les avocats généraux, diffusion d'images d'armes qui auraient pu être acheminées ou utilisées par les accusés. Il faut bien les informer sur ces situations, sur ces aspects procéduraux qui peuvent être pour certaines d'entre elles absolument insurmontables, et leur dire qu'elles peuvent bien entendu quitter la salle quand elles le souhaitent, et même inciter à le faire si elles hésitent, et surtout, chers confrères, ne pas hésiter à intervenir auprès de la Cour pour qu'il y ait une suspension d'audience, si besoin, pour permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir le temps, non pas seulement de quitter la salle, mais de s'en éloigner, ce qui a été le cas dans les attentats de janvier 2015. Je vous assure, pour avoir vécu ces moments, qui ressemblent à de véritables scènes de guerre. La question du nombre d'auditions des parties civiles a également fait débat.
dans notre procès, le nombre des parties civiles victimes des attentats fait que des journées entières leur sont immanquablement consacrées. De ce seul fait, certains ont pu parler de déséquilibre de l'audience. Certains ont effectivement soutenu que trop de temps avait été consacré aux parties civiles dans le cadre des attentats de janvier 2015, mais d'une certaine manière, comment faire autrement face au nombre de crimes examinés et qui sont encore plus nombreux dans le cadre des attentats de novembre. Reste la question éminemment plus sensible, à mon sens, des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces auditions. Lors du procès des attentats de janvier, les parties civiles devaient s'avancer jusqu'à la cour et étaient ainsi complètement encerclées, et il faut les prévenir, par les box des accusés, où les accusés se situaient, et évidemment entourés par les confrères de la défense qui sont également nombreux. Bref, il faut absolument les prévenir de cette situation, et je vous indique qu'il leur a fallu parfois bien du courage, ce qu'elles n'ont pas manqué d'avoir du reste, pour être entendues dans ces conditions, même si leur avocat, bien évidemment, est à proximité d'elles, parce que nous nous déplacions et nous situons près de l'endroit où elles étaient entendues. Les conditions d'audition des parties civiles dans ce type de procès, face à un nombre important d'accusés, d'escortes cagoulées, pour leur sécurité, pour la sécurité des escortes, et face à une cour, je vous le rappelle, d'assises spécialement composée de magistrats et donc sans jurés pour ces mêmes raisons, devrait faire l'objet, à mon sens, d'une réflexion particulière. Je vois le temps et j'en ai presque terminé. Enfin, je voulais aborder le fait que ces procès de masse peuvent aussi poser la question du tour de la parole à l'audience. En effet, compte tenu du nombre d'avocats constitués pour les parties civiles et parce qu'ils ont la parole, l'usage est ainsi en premier, on peut aisément aboutir à un nombre très important de questions, parfois même intempestives, à mon sens, avant que le parquet n'intervienne. Une des solutions serait évidemment la concertation, une des solutions serait la concertation entre les confrères avant que les questions ne soient posées, pour que l'audience reste fluide. J'insiste vraiment sur ce point, mais cette question reste en débat et devrait trouver d'autres solutions lors du procès des attentats de novembre 2015. Et je crois que Frédéric va revenir sur ce point. En définitive, ce procès a bouleversé un certain nombre de personnes. Ça n'épargne pas davantage les avocats, ça n'épargne pas davantage les magistrats. La place des avocats des parties civiles victimes d'actes de terrorisme est plus que jamais celle de redonner vie à la parole par la parole. J'ai bien aimé cette formule qui n'est pas de moi, mais qui est de Yannick Ehel, qui a été utilisée dans le livre illustré par Book, janvier 2015, Le procès. Voilà. Merci. Nathalie, merci. On se rend compte effectivement à t'écouter le caractère exceptionnel et inédit de ce genre de procès de masse. Tu peux nous rappeler combien de parties civiles constituées lors du Je crois qu'il y en avait, alors on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, hein, c'est ça qui est déjà, je crois qu'on est à peu près 350 parties civiles, et les chiffres annoncés, mais Frédéric nous le dira en novembre, je crois qu'il y en a 1300 et 1300 constitués ou 1700 constitués, et on en attend 1300. Mais sur ce point, je laisse Frédéric qui a des chiffres beaucoup plus précis. C'est exactement ça, d'où l'intérêt d'avoir fait un état des lieux de ce qui a pu se passer au procès des attentats de janvier, puisque le procès à intervenir va revêtir un caractère encore plus exceptionnel. S'il fallait faire une comparaison, et bien entendu, c'est certainement pas le but. Je vais donc laisser la parole à Frédéric Giffard, qui va nous faire un état des lieux des réflexions à venir pour ce procès qui va débuter à compter du mois de septembre 2021. Oui, rebonjour à tous et à toutes. Je suis très honorée d'intervenir après Frédéric et Nathalie. Et tout ce que vient de dire Nathalie et son expérience et l'expérience des confrères qui étaient au procès de janvier
est déjà et va être extrêmement précieux pour nous, pour alimenter nos réflexions pour la suite. Alors, je parle de nos réflexions parce que, vous l'avez compris déjà depuis les interventions de Frédéric et Nathalie, on essaye de travailler sur tous ces sujets de façon collective. On le fait depuis le début, depuis maintenant 5 ans. Ça s'est imposé à nous d'emblée parce que c'est des dossiers qui sont tout bonnement inhumains et qu'il serait probablement très présomptueux de vouloir affronter totalement seul. Et en plus, je le dis parce que c'est souvent sous-estimé, mais sur le plan émotionnel, c'est des dossiers qui sont très lourds et rien que pour cette raison, ça vaut le coup d'échanger avec les confrères qui sont également dans le même bateau. On réfléchit depuis longtemps, on s'adapte aux questionnements et aux contraintes qui ne cessent de surgir dans ce dossier des attentats du 13 novembre. Frédéric vous a parlé du livre blanc que nous avions rédigé à plusieurs. On a aussi eu l'occasion, et pardon pour ceux qui sont déjà très au courant de tout ça et pour qui je vais un peu radoter, mais je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, qu'on a fait aussi des demandes d'actes communes en fin d'instruction. On a aussi eu l'occasion au procès des logeurs, donc Ben Daoud et autres, de tester, mais de tester pour de vrai une organisation collective et des plaidoiries collectives sur lesquelles on réfléchit aussi pour novembre. Il s'agissait en fait de réunir les victimes dans une sorte de communauté et de plaider pour cette communauté plutôt que pour nos seuls clients. Et de l'avis assez générale, c'était une expérience très intéressante et adaptée aux contraintes que présentait ce type d'audience. On s'organise parce que une audience où nous allons être, alors nous sommes actuellement 285 avocats de partie civile et nous attendons probablement beaucoup de confrères supplémentaires parce que un tiers des parties civiles ne sont pas constitués pour l'instant. Et il y a 1772 parties civiles qui ont été recensées. Ça, c'est le dernier décompte que nous avons de la part de la Cour. Évidemment, tous ces chiffres ont vocation à augmenter dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, pour s'organiser à autant de personnes et pour une audience aussi lourde, on a l'appui de la technologie. Nathalie a évoqué le cloud qui a été mis en place le temps de l'audience pour les attentats de janvier. Pour novembre, il est déjà en place. Et ça nous permet de l'enrichir. Donc, il y a sur ce cloud tout l'accès à la procédure pénale elle-même, bien sûr, et qui est évidemment ouverte également à la défense, ça va de soi. Mais nous avons aussi enrichi le cloud avec des éléments que nous avons nous-mêmes conçus pour anticiper toute la lourdeur de cette organisation de masse. C'est une invitation un petit peu à la discipline. Alors, ce n'est pas l'aspect le plus exaltant, effectivement, de ce travail en groupe, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a le facteur temps dont Nathalie a parlé et qui va être un gros problème à gérer tous ensemble. Et plus on économise du temps d'audience sur tout ce qui est administratif, plus on en aura sur des choses plus intéressantes. Alors, sur le cloud, vous trouverez, et là, je parle à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous trouverez des informations à jour sur toutes les réunions que nous avons avec la Cour, avec toutes les institutions qui sont impliquées dans l'organisation du procès. On utilise le cloud aussi, on va l'utiliser pour les constitutions de parties civiles que nous... Alors, Nathalie a relevé qu'effectivement, plus on était constitué, c'est beaucoup plus simple de gérer une constitution qui est faite en amont que de la faire à l'audience. Mais si on est obligé de la faire à l'audience, eh bien, nous vous invitons à le faire en réalité dès maintenant, à l'aide d'une trame qui a été validée par le greffe et qui est accessible sur le cloud.
De la même manière, pour vos demandes d'aide juridictionnelle, ce n'est pas un petit aspect dans ce dossier. Nous vous invitons aussi à les faire dès maintenant et à ne pas attendre le dernier moment. Vous trouverez aussi sur le cloud un vade-mecum très précis qui a été fait en validation, en échange avec le BAJ, et qui prévoit un circuit spécifique pour ce procès. Tout est sur le cloud. Et alors, pour avoir accès au cloud, il faut être avocat constitué dans le dossier. Et si vous l'êtes, eh bien, normalement, vous recevez des codes et des mots de passe. Si ce n'est pas le cas, on vous donnera à la fin de l'intervention l'adresse de la personne à contacter pour vous faire connaître. L'anticipation aussi, c'est l'anticipation des témoins, par exemple. Alors, on a eu une information très claire, un message très clair de la présidence qu'il ne faudrait pas compter sur le pouvoir discrétionnaire du président pour pouvoir pallier les retards dans la citation des témoins. Donc, on a d'ores et déjà une date pour transmettre nos demandes de témoins. C'est une date qui a été fixée au 15 mai. Et là encore, on essaye de travailler ensemble. Alors, il y a un groupe, il y a des coordinatrices qui sont chargées de faire, de remonter, de synthétiser toutes les suggestions qui vont être faites par les groupes qui ont été constitués un peu partout, à Paris, mais aussi en province, parce qu'on essaye que les avocats qui sont en province ne soient pas considérés comme des avocats de seconde zone et puissent participer à tout cet effort commun malgré la distance. Donc, tous les confrères qui sont volontaires, qui se sont manifestés et qui se manifesteront encore pourront être incorporés, agrégés à ce travail préparatoire et faire remonter leurs suggestions pour que nous puissions, in fine, et idéalement, n'avoir qu'une seule liste commune à communiquer au greffe, qui évidemment nous bénira de cette initiative, plutôt que de recevoir 300 listes de témoins avec évidemment des doublons entre nous. Donc ça, c'est aussi quelque chose à anticiper. Nathalie a abordé la question des dépositions à la barre. C'est évidemment aussi une question sur laquelle la Cour nous a demandé de nous situer assez en amont parce que ça impacte, c'est une évidence, l'organisation du procès. Si toutes les parties civiles viennent déposer à la barre, le procès deviendra en réalité ingérable. Alors, la Cour compte sur le fait que certains ne voudront pas venir. Bon, ce qui est de fait le cas, il y a beaucoup de parties civiles pour les raisons expliquées par Nathalie qui ne viendront pas. Alors, nous, on essaye là-dessus de s'ouvrir à d'autres possibilités. Il a été évoqué avec la Cour la possibilité de déposer avec peut-être des précautions prises pour respecter, ça n'est pas encore tout à fait clair, mais pour respecter cette demande, ce besoin d'anonymat qu'a très justement évoqué Nathalie, parce que c'est très compliqué pour les victimes de venir à la barre. Et puis, on a évoqué aussi la possibilité de faire en amont des dépositions qui seraient sous des formats audiovisuels, filmés dans des conditions rassurantes qui pourraient permettre une meilleure expression des victimes. Et ça peut être une possibilité qui à la fois les rassure et qui aussi permet une plus grande maîtrise du planning d'audience. Ce sont des sujets sur lesquels on réfléchit et pour l'instant, il n'y a pas de... c'est vraiment en ce moment qu'on se pose ces questions. Alors, après cette contrainte de l'organisation de masse, il y a la contrainte de l'espace. Et ça, Nathalie en a parlé. On est peu ou prou dans le même dispositif spatial, matériel, logistique avec Novembre, sauf que c'est évidemment à une plus grande échelle. Donc, il y aura de la même manière une salle principale d'audience et puis une dizaine de salles autour qui vont être attribuées aux victimes, à la presse, au grand public, avec 2 salles reliées à la première.
Alors ça, on peut se poser la question de savoir, tu as parlé, Nathalie, du sentiment de relégation des victimes, et je te rejoins entièrement là-dessus, nous te rejoignons entièrement là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, nous n'avons pas réussi à dégager, au moment où la question se posait et a été tranchée, on n'a pas réussi à dégager un consensus à la fois entre nous, entre les associations, etc. Et on peut se demander aujourd'hui si c'est un échec, au sens où on est aujourd'hui devant le fait accompli, et ça fait 3 fois que c'est le cas. On a eu Ben Daoud, vous avez eu la même chose pour janvier, on va avoir la même chose pour novembre. Les parties civiles ne seront admises dans la salle d'audience principale que vraiment en portion très congrue, avec quelques dizaines de places pour elles et quelques dizaines de places pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Qu'est-ce qu'on fait avec cette relégation, et puis aussi le manque de fluidité dont tu as parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est vrai que la question des micros, ça trompe et ça dénature la prise de parole. La parcellisation aussi de l'accès à l'audience, parce que soit on est dans la salle d'audience et il faut trouver une nouvelle manière de communiquer avec nos clients qui peuvent être dans d'autres salles, et on ne peut plus les regarder, on ne peut plus les toucher, on ne peut plus faire toutes ces choses auxquelles on est habitué quand on est dans cette unité de lieu dans laquelle on a tous nos repères et nos habitudes. Soit on n'est pas dans la salle d'audience, on est avec nos clients mais dans une autre salle, et on suit l'audience à l'écran avec ce qui est filmé, et on n'a pas tout le hors-champ, tout le contre-champ. La réponse à ça, c'est effectivement ce dont tu parlais, Nathalie, de garantir une sorte de planning qui permette quand même un accès égalitaire à la salle d'audience, enfin, en tout cas autant que faire se peut, et notamment quand les victimes sont directement concernées par les débats. Donc, on peut imaginer que, par exemple, en fonction des sites d'attentats, je pense aux terrasses où il y a vraiment des victimes qui sont très spécifiquement concernées, qui peuvent venir, on peut imaginer que ce jour-là, au moins, elles aient un accès privilégié à cette salle-là. Et puis, encore un soutien technologique. On peut imaginer un dispositif en toile d'araignée où on est démultiplié dans les salles, mais où, en temps réel, on communique les uns les autres sur une messagerie dédiée pour se tenir informés de tout ce que les autres ne voient pas, voilà, pour partager, y compris les petites réactions des uns et des autres, y compris des suggestions de questions qui n'ont pas été posées et qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est aussi un outil auquel on réfléchit. La troisième contrainte, c'est la contrainte des contours de notre intervention et de nos rapports, notamment avec l'accusation. Tu l'as évoqué, Nathalie, en parlant notamment du tour de parole. Et là encore, on est obligé de s'adapter à ce que notre nombre impose, et de ce qu'une des consoeurs qui était en défense pour janvier a appelé une source d'inégalité des armes. On est obligé d'y réfléchir. Et puis, cette spécificité, quand on parle du rôle en rapport avec l'accusation. On a eu le message très clairement, à la fois du parquet, ce qui n'est pas très étonnant, mais aussi de la Cour, que nous n'étions pas censés être des supplétifs de l'accusation. On n'est pas du tout attendu comme ça, et le message a été délivré très clairement. Alors, il y a la position classique et puis les questionnements qui existent. Je n'ai pas le temps du tout de rentrer là-dedans, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cette particularité dans les dossiers terroristes de faire un peu les frais des dissonances, pour parler par euphémisme, entre le PNAT et le pôle des juges instructeurs, donc avec des dossiers où en pratique, parfois, le parquet se retrouve dans une position, je vais encore euphémiser, en position de retrait à l'audience. Et on se retrouve, nous, dans des questionnements sur quel est notre rôle, nous, et ce qu'on doit à nos clients. Si on n'est évidemment pas en responsabilité d'assurer le zéro acquittement que certains brandissent au parquet ou à l'instruction, on n'est pas responsable de ça, puisqu'on n'est pas, par définition, responsable des gens qui ont été renvoyés devant les juridictions. En revanche, il me semble qu'on est responsable de
garantir que tous les éléments utiles du dossier soient mis dans les débats. Et ça, on peut agir là-dessus. Il y a une ligne de crête très fine à trouver pour avoir un rôle utile, mais qui ne viennent pas non plus marcher sur les plates-bandes du parquet, parce qu'on n'a pas du tout le même rôle. En revanche, on peut admettre, et ça, on a été appelé par le président de la Cour, M. Perriès, on a été appelés tous, parquetiers y compris, à faire preuve d'humilité, ce qui me semble assez pertinent étant donné la situation. Et de facto, personne n'aura une connaissance exhaustive du dossier. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là qu'on peut se dire que sur tel ou tel point, les parties civiles, pourquoi pas, auraient un élément à apporter en plus de ce qui va être mis à jour par le parquet. Pour aboutir à ce résultat, je vous l'ai dit, on a constitué des groupes de travail et notre objectif, c'est non pas un défilé à la barre quand les accusés seront interrogés pour que chacun vienne, bille en tête, délivrer son message à ses petits-enfants, mais plutôt qu'un groupe expert, à chaque fois, puisse prendre la charge et que les autres acceptent de faire confiance à ce groupe expert pour poser les questions les plus pertinentes, les plus intéressantes et les plus riches. Et la question se posera effectivement du tour de parole parce que ça peut être beaucoup plus rationnel pour tout le monde que sur certains, notamment sur les accusés, le parquet prenne d'abord la parole et qu'ensuite on passe derrière. J'en terminerai avec la dernière contrainte qui est la contrainte du timing, du temps et de notre nombre et du fait qu'actuellement, si nous faisons des plaidoiries individuelles comme nous sommes habitués à le faire dans n'importe quel procès d'assises, on a entre 15 et 17 minutes qui nous est accordé à chacun et ça n'a évidemment pas de sens de plaider un aussi petit moment qui va être répété, qui va être redondant et d'avoir comme ça une très longue litanie de plaidoiries individuelles qui vont se dissoudre les unes les autres. Donc, nous réfléchissons de la même manière que nous l'avions ébauché à l'audience Ben Daoud. Nous réfléchissons à des plaidoiries collectives qui auraient cet intérêt de bien sûr évoquer nos clients dans leur singularité, dans leur individualité, mais aussi de les rassembler et de pouvoir de cette manière traiter aussi des choses qui ont été visées à travers elles, c'est-à-dire les valeurs, le modèle, pour aller vite, parce que je n'ai pas le temps, le modèle démocratique occidental qui est visé par le projet terroriste. Donc, il faudra aussi là qu'on fasse preuve de créativité pour trouver des façons de pouvoir rendre justice à nos clients, mais aussi de prendre un petit peu de hauteur dans un dossier qui le nécessite, où il y a forcément une réflexion presque philosophique à avoir pour atteindre notre objectif. Voilà, je pense qu'il faut que je rende la parole, même s'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est intéressant qu'on échange aussi. Non, mais merci beaucoup, Frédéric. En tout cas, il n'y a pas du tout d'urgence. Il nous reste un gros quart d'heure à passer tous ensemble. J'ai vu défiler un certain nombre de questions. J'ai notamment vu des questions sur le plan de l'organisation. Tu as fait, alors je crois que c'est toi tout à l'heure qui as fait état d'un vade-mecum, c'est ça, qui doit être remis à chaque avocat. Est-ce que tu peux éventuellement apporter une précision? Alors, j'ai parlé d'un vade-mecum concernant l'aide juridictionnelle. C'est sur un sujet très précis. C'est un vade-mecum qui permet à chacun de savoir exactement où s'adresser et comment procéder pour faire ses demandes d'aide juridictionnelle dès maintenant, j'insiste, et avec un circuit qui est un petit peu différent du circuit habituel parce qu'on essaye de ne pas engorger le badge. Et ce vade-mecum est accessible sur le cloud dont j'ai parlé. Alors, on va peut-être donner l'adresse. Est-ce que Frédéric, tu l'as sous la main, l'adresse PPI? C'était ma demande à venir, tout à fait. On va vous la mettre. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Non, mais je vais la trouver. Alors, attends, Frédéric, excuse-moi, je viens d'allumer ton micro. Si tu peux reprendre, du coup, on n'a pas entendu. Oui, on va vous mettre une adresse d'un contact quand vous souhaitez donc intégrer le cloud. Je rappelle
que d'office toutes les coordonnées tous les confrères dont nous avions connaissance, soit par l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt de mise en accusation ou d'autres voies, sont d'office dans le cloud. C'est-à-dire que avec le lien qu'on leur donnera, ils pourront y accéder en inscrivant un mot de passe. On leur expliquera la procédure. Ceux qui ne seraient pas encore apparus dans le dossier devront se signaler, puisque ce cloud est un espace sécurisé qui n'est ouvert qu'aux confrères constitués dans le dossier. Et comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, il y a des espaces distincts qui sont l'un réservé à la défense, l'autre aux parties civiles, et un troisième espace commun qui nous servira d'échange entre nous. Donc, bien évidemment, c'est un lieu qui n'est réservé qu'aux confrères qui sont dans le dossier, mais par contre à tous les confrères qui sont dans le dossier. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que derrière les attentats de novembre à Paris, il y aura celui de Nice, et qui vraisemblablement sera audiencé peu de temps après, c'est-à-dire vraisemblablement à la rentrée 2022, si on a bien compris les choses, et qui posera des problèmes similaires et qui sera jugé dans les mêmes enceintes, dans la même enceinte. Dernière précision, comme l'a indiqué, comme l'a rappelé tout à l'heure Nathalie, s'agissant de l'indemnisation, la compétence exclusive du JIVAT que j'indiquais tout à l'heure, elle est non seulement à raison du lieu, mais à raison aussi de la juridiction, c'est-à-dire qu'il il ne peut plus y avoir de demande d'indemnisation au pénal. Je le répète. En revanche, ce qui a toujours lieu devant la cour d'assises, c'est la question de la recevabilité des parties civiles, et qui sera évidemment une question importante, parce qu'il y a toujours la question des personnes qui sont dans une certaine périphérie, soit par rapport au lieu de commission des faits, soit par rapport à leur lien avec des victimes directes, et qui, elles, évidemment, poseront la question de leur recevabilité ou pas, et donc ce qui sera traité au cours de l'audience, et ce qui fait l'objet d'échanges entre nous, et qui est une raison supplémentaire de se coordonner, de se concerter sur cette question-là, comme sur bien d'autres. Sur cette question des échanges entre nous, il faut être clair, le dossier de janvier l'a bien montré. On peut absolument pas empêcher, évidemment, un avocat, quel qu'il soit, de s'avancer, de prendre la parole sur le sujet qu'il veut, et de poser les questions qu'il veut. Évidemment, tout cela existe comme dans tous les procès. La question derrière, c'est qu'est-ce que nous décidons collectivement de faire de cette audience, sachant que nous sommes plusieurs centaines. Nous gardons toutes nos prérogatives d'intervention individuelle comme nous le souhaitons, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que nous décidons collectivement? Qu'est-ce que nous voulons faire dans ce procès-là d'utile pour les victimes, parties civiles? C'est une question de responsabilité presque individuelle qui nous est posée à chacun. Donc nous avons mis en place, nous tentons de mettre en place, nous mettons en place des moyens de coordination qui permettront à tous ceux qui penseront parmi nous avoir des idées ou des recherches lumineuses et très intéressantes de les faire valoir. Il peut paraître judicieux de le faire en amont. Voilà, on peut pas dire plus aujourd'hui. On est des avocats qui peuvent chacun faire ce qu'ils veulent individuellement dans le respect de la procédure. Donc voilà, si quelqu'un ne veut pas participer, il ne participera pas. Après, c'est la question de notre responsabilité et de ce que nous voulons faire pour les justiciables. Merci Frédéric. Tu confirmes bien qu'il y a des échanges réguliers qui vont avoir lieu avec la Cour entre un groupe d'avocats experts pour justement, parce que c'est une question qui a été posée, pour justement se coordonner en termes d'organisation. Alors, il y a déjà eu donc une première réunion et le président maintenant souhaitera évidemment avoir des contacts réguliers. Et donc oui, bien sûr, l'idée étant de pouvoir faire remonter à la fois au greffe, au parquet, et au président toutes les demandes. Là, par exemple, en ce moment, la grande affaire du moment, c'est la liste des personnes à citer, comme l'a dit Frédéric. Et l'idée, c'est que ceux qui ont des idées sur une citation d'un témoin le fassent connaître au groupe, étant précisé que nous avons mis en ligne sur le cloud
la liste des témoins, la liste actuelle des témoins qui vont être cités par le parquet. Et donc, c'est évidemment à partir de ce document que on doit se positionner sur les personnes supplémentaires. Donc voilà un exemple de travail qui est réalisé actuellement avec le président qui nous a dit « je voudrais tous ces éléments avant le 15 mai », donc ça va venir très très vite. Donc c'est un exemple de travail actuel en coordination avec la Cour. D'accord, très bien. Alors niveau questions, je vois qu'il y a eu des questions sur les références des articles dont tu faisais état, mais j'ai cru voir également dans le chat que tu as répondu en temps réel. Oui. Donc visiblement, si vous allez sur le chat, vous avez les références des différents articles qui ont été visés par Frédéric Bibal. Je vois que Laurence demande éventuellement la parole. Attends, je te mets le micro. Vas-y, Laurence. Alors, il faudrait que tu rajoutes le son, je crois. Non. Enfin, moi, je ne t'entends pas. Je dois décrocher mon micro. Voilà. Non, je voulais vraiment remercier les intervenants et je trouve que s'agissant de l'intervention de Nathalie Sénic, c'est particulièrement intéressant au regard de la réforme qui est en cours sur le projet de loi justice, puisqu'il est prévu de filmer les audiences, et je trouve donc que ce retour d'expérience qu'on a très peu finalement, puisque jusqu'à maintenant, à part ces procès hors normes, il n'y a pas de retour d'expérience de film, est particulièrement intéressant parce que finalement les questions que les avocats pénalistes peuvent se poser au niveau de l'accusé ou du prévenu sont finalement partagées aujourd'hui, de ce que j'entends par Nathalie Sénic, de la part des victimes. Et je trouve particulièrement important et intéressant, et ça tombe très bien qu'il y ait eu ce webinaire parce que ça alimente finalement la réflexion, alors qu'on a très peu de recul sur cette nouvelle, pour moi, grammaire de l'audience, voire même, on peut dire, une toute nouvelle audience qui n'aura plus rien à voir avec l'oralité de l'audience. Donc là-dessus, j'ai trouvé ce retour d'expérience particulièrement enrichissant pour nos réflexions. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, puisque ça tombe en plein dans l'actualité du projet de loi justice. Merci Laurence. Je partage parfaitement ce que tu viens de nous dire. Moi, j'ai trouvé vos interventions hyper enrichissantes pour la profession et puis pour l'avenir de l'audience, puisque malheureusement, il y a fort à parier qu'on aura de nouveau à se confronter à ce genre de situation. Donc, c'était un webinaire qui a réuni pas mal de personnes. On était, je le rappelle, plus de 250 tout au long de ces 2 heures. Je crois comprendre à la lecture du chat que ça a été une réussite et que la plupart des participants sont ravis de vos interventions respectives. Donc, véritablement un grand merci au Conseil national des barreaux d'avoir pu organiser ce webinaire. Et je tiens à vous remercier un par un. Frédéric Bibal, merci pour tout, pour votre disponibilité, pour votre… Oui. Il y a juste l'adresse, le contact pour ceux qui veulent s'inscrire au CLAD, je l'ai mis sur le chat, procès 131115@avocatparis.org. Et il y a un élève avocat qui est dédié exclusivement à ça, qui vous répondra, qui vous expliquera la procédure pour vous insérer. Merci Frédéric. Je voulais remercier également donc Nathalie Sénic ainsi que Frédéric Giffard pour leurs interventions, tous 3 avocats au barreau de Paris. Évidemment, Laurence Roch, membre élue du CNB, présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme. Voilà, j'ai été ravi d'avoir pu organiser, modérer ce webinaire en votre compagnie. Donc, c'était le webinaire du Conseil national des barreaux que je remercie infiniment sur la prise en charge et la défense des victimes d'actes terroristes. Voilà, je vous remercie et donc je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et merci Jean-Baptiste. Merci à toi. Au revoir. Merci à toi, Jean-Baptiste. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.